cette vidéo, on va parler du côté obscur et invisible du TDAH. Je vais te partager 12 souffrances invisibles que ressent un TDAH et que personne ne comprend. Tu vois ce moment où tu sais exactement quoi faire, où ton cerveau bloque, où t'es là, t'es figé entre 1000 idées et où t'as zéro mouvement. Tu vois cette fatigue mentale constante, comme si ton esprit n'avait jamais de bouton pause. Ces yo-yo d'énergie, où un jour t'es un génie et le lendemain t'as juste l'impression d'être vide. Cette culpabilité sourde quand tu fais rien, alors qu'en vrai, tu te sens juste complètement épuisé. Cette hypersensibilité qui fait que tout te touche trop. Tu peux passer du rire aux larmes, à la colère, en une phrase, en un regard. Et puis à ce besoin de sens, de comprendre pourquoi tu penses différemment et comment en faire une force. Sache que le TDAH, c'est pas un manque de volonté. C'est déjà tout au moins un système nerveux saturé qui cherche juste à respirer. Si tu t'es reconnu qu'une partie de toi résonnait là-dedans, déjà, sache que t'es pas tout seul. Et que ma mission aujourd'hui, c'est d'en parler pour qu'on apprenne ensemble à transformer ce chaos en clarté. Cette vidéo est issue d'un format que j'ai envie d'essayer, de m'expérimenter. C'est loin d'être facile. Je l'ai appelé mon TDAH vécu de l'intérieur. Ça a commencé il y a à peu près 1 an, où j'étais bloqué. Pas physiquement, j'étais bloqué mentalement. J'avais tout pour réussir. J'ai d'ailleurs tout pour réussir. Les idées, les compétences, l'ambition. Mais je restais figé, incapable d'agir, incapable de bouger, paralysé. Cette guerre intérieure, je la menais chaque jour, du matin au soir. Une partie de moi me disait que c'était pas de la paresse, que c'était pas un manque de volonté. Et je l'ai compris au fur et à mesure de mes explorations, de mes recherches. C'était mon cerveau TDAH qui fonctionnait différemment, que j'avais trop longtemps maltraité, mal fait fonctionner. Et personne ne m'avait jamais expliqué. Aujourd'hui, après des années de recherche, d'expérimentation, de remise en question, de nuit noire, je veux te partager les 12 douleurs cachées qui vivent dans les personnes, à travers les personnes TDAH au quotidien. Ça peut résonner en toi ou à certains moments de ta vie. Peut-être que tu les as. Attention, c'est pas parce que tu as certaines de ces douleurs que c'est d'office un TDAH. Ça peut être une comorbidité, ça peut être une anxiété chronique. Ce n'est pas juste ce paramètre-là qui va faire que tu as un TDAH. Mais en tout cas, je te partage mon expérience en tant que personne TDAH qui vit avec ces douleurs. Tu vois, celles qui te font sentir cassé, pas normal ou en retard sur la vie. Celles dont personne ne parle vraiment. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. La première s'appelle la paralysie d'action ou le freeze mental, que moi je ressens très très souvent. En gros, c'est quand tu sais exactement ce que tu dois faire, mais que tu n'arrives pas à le faire. C'est une des douleurs pour moi les plus incomprises. Tu regardes ta to-do list, tout est clair, tu sais ce que tu as à faire. Mais en même temps, tout est urgent. Et donc tu es là, tu restes figé, incapable de commencer quoi que ce soit. Je fixe mon écran, l'ordinateur, et impossible. Je ne comprends pas ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire, et en même temps je ne fais rien. C'est un sentiment extrêmement complexe. Ma main attend au-dessus du clavier, j'ai ma souris en main, et je suis paralysé, je reste figé, incapable de commencer. C'est pas une forme de procrastination classique, c'est un freeze complet, une forme d'embouteillage mental. Comme si mon cerveau était emballé dans une forme d'aluminium, dans un caisson, et incapable de pouvoir réfléchir de manière claire et cohérente. Je vois ce que je dois faire, mais il y a un mur invisible entre mon intention et mon action. Ce que je vais ressentir à ce moment-là, ça va vraiment être une sensation de blocage invisible, impossible à expliquer aux autres. Même là, l'expliquer en vidéo, c'est... J'ai dû poser mes mots, réfléchir. Ce que je ressens aussi, c'est une forme de procrastination extrême sur des tâches importantes. J'ai des projets que je rêve de réaliser depuis des années, des dizaines d'années pour certains, et je les procrastine. De manière extrémiste, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'elles me font peur, parce qu'elles réactivent des choses en moi qui juste me paralysent. Et ensuite vient une culpabilité dévorante. Et aussi, en dessert, effet secondaire, une perte d'estime de soi. C'est un ressentiment qui est extrêmement compliqué à vivre. Sensation de blocage, procrastination extrême, culpabilité, perte d'estime de soi, tout ça ensemble crée vraiment une très très mauvaise émotion, une très mauvaise image, une très mauvaise sensation. Rien que de vous l'expliquer, je me replonge dans ces phases-là
Et c'est un combat de tous les jours. La racine de ce problème, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est la peur de l'échec. C'est mes pompes à dopamine qui sont en chute libre. C'est mon cerveau qui refuse de démarrer sans le shoot neurochimique nécessaire. Même parfois avec certains traitements pour les TDAH, malgré ça, j'arrive encore à rentrer dans des phases de brouillard mental. Cette paralysie, elle m'a coûté des mois de progression, des années de progression. Aujourd'hui, je l'ai compris. C'était pas mon ennemi. C'était un signal. Surtout un appel au reset, un appel à un besoin de changement, de revenir, de revenir à mes racines. De reprendre en fait simplement mes fondations. Mick, des années que tu manges mal, que tu dors mal, que tu bouffes que du sucre. Il y a tellement de choses que je fais autour de moi en fait qui alimentent cette problématique en moi, qui nourrit ce feu qui me consume de l'intérieur. Il était temps maintenant que je reprenne et que je passe à l'action, que je me challenge, que je retrouve le guerrier en moi, d'arriver à reprendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit, de mon cerveau. C'était donc le premier problème, la première douleur, la paralysie d'action, le freeze mental. La deuxième, la difficulté à prioriser et à planifier. Qu'on pourrait résumer par je commence tout, mais je finis rien. J'ai eu tellement de projets. Le Wakanda, Mickey Explore, la chaîne, les formations, le contenu que j'ai envie de te partager, le shop que je dois gérer, les coachings que j'ai envie de pouvoir apporter à la communauté et aider des personnes à mieux se comprendre, à mieux se connaître. À un moment donné, j'avais plus de 7 projets en même temps, tous hyper passionnants. Ma marque de CBD, mon shop, des projets avec des tribus aborigènes, tous étaient ultra prioritaires. Sauf qu'en fait, j'avais zéro capacité à choisir. Zéro capacité à déterminer lequel méritait mon énergie. Je sautais en fait simplement d'une idée à une autre. Résultat, aujourd'hui, je fais face à un cimetière de projets qui sont à moitié terminés. Une dispersion totale, complète. Et une question qui me hante aujourd'hui, tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Pourquoi je n'arrive pas à finir ce que je commence? Ce que je ressens dans ce moment-là, c'est compliqué à déterminer, à définir. Mais je te dirais, c'est surtout trop d'idées et aucune hiérarchie entre elles. Une incapacité profonde qui explose. J'arrive pas à découper les tâches en plusieurs étapes. Je vois la tâche complète, la grande tâche à faire, réaliser une formation, créer ce contenu. Mais je n'arrive pas à sous-diviser et à comprendre les étapes qui y a en dessous. C'est trop confus, c'est pas clair. Ou encore quand je me mets un planning en place avec plein de bonnes choses saines, il va exploser systématiquement après 2 jours. La racine de ce problème, j'ai été la creuser. Et c'est surtout un déficit au niveau des fonctions exécutives, au niveau du cortex préfrontal. C'est un peu comme un chef d'orchestre dans ta tête. C'est tout ce qui gère en fait la hiérarchisation, l'anticipation, le sens de la temporalité. Mon cerveau voit tout en même temps, au premier plan. Il n'y a aucune priorité. J'ai créé des techniques pour ça, dont la méthode radar, que je t'en parlerai peut-être un jour. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. L'idée, c'est d'apprendre à mon cerveau à naviguer dans le chaos sans se noyer et d'arriver à prioriser, à échelonner. C'était le point numéro 2, la difficulté à prioriser et à planifier. La troisième, c'est la surcharge mentale permanente, qu'on pourrait résumer en une phrase par « mon cerveau ne s'arrête jamais ». C'est le fait d'avoir 47 onglets ouverts dans ta tête en permanence. C'est comme ça que moi je décris mon cerveau. Une conversation, mon cerveau analyse déjà les 15 scénarios possibles suite à cette discussion. Un projet, je vais visualiser simultanément le lancement, les obstacles, les échecs potentiels, le plan B si ça marche pas, le plan C, le plan D aussi. En fait, c'est un bruit intérieur qui s'arrête jamais. Mais jamais. Le bruit intérieur ne s'arrête littéralement jamais. Il y a constamment un dialogue dans ma tête qui alimente, rumine, pense, essaye de chercher des solutions. Les pensées tournent en boucle. Le repos n'existe jamais vraiment. La paix. La dernière fois, j'étais en train d'imaginer ce que ça pouvait donner en discutant avec une personne, mon cerveau qui se tait pendant 1 minute et la personne m'a regardé genre, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je pense que c'est quelque chose d'assez particulier parce que ce que je ressens en ce moment-là, c'est
comme si j'avais un brouhaha, un bruit intérieur, 27 onglets ouverts, et qu'il y a dans ces 27 onglets une vidéo YouTube qui tourne avec de la musique, une autre avec une conférence, encore une autre vidéo avec un bruit blanc, encore une autre vidéo avec un live en direct sur ce qui se passe au niveau géopolitique. Une forme de stimulation mentale constante. Une difficulté, en fait, simplement à se reposer, à laisser sa tête vers le vide. Ça amène à des burn-out, des sensations d'épuisement nerveux chronique, constant. La racine de ce problème, l'hyperactivité mentale couplée à une forme d'hypersensibilité sensorielle. Mon cerveau va tout capter. Il va filtrer peu, voire pas. Cette surcharge m'a amené plusieurs fois à faire des burn-out, à être à un épuisement mental, cognitif, jusqu'à ce que j'apprenne que le repos, c'est pas quelque chose d'optionnel pour un cerveau TDAH. C'est vital. J'ai longtemps fait sans, j'ai longtemps forcé. Aujourd'hui, j'en paye le prix et je dois recommencer à prendre soin de mes bases. Numéro 4, la gestion du temps catastrophique. Qu'on peut résumer une phrase par « j'ai l'impression que 5 minutes égale 1 heure » ou l'inverse. Tu connais le fameux « j'arrive dans 5 minutes » alors qu'en réalité t'arrives dans 45 minutes. Je vais juste répondre à ce message et en fait 3 heures plus tard, t'es toujours sur ton téléphone en train de scroller et t'as même pas répondu au message. Eh bien le temps n'existe pas de la même manière pour moi. Je pense que j'ai le temps, puis soudain, c'est juste trop tard. Ou alors, je me perds dans une tâche pendant des heures, sans voir le temps filer. Par exemple, pour cette vidéo, je cherchais comment stabiliser la lumière quand tu tournes et qu'il fait noir, et je me suis perdu dans des tutos, vidéos YouTube, ChatGPT, et j'en passe. C'est comme si mon cerveau n'avait pas de montre interne. J'avais pas vu en fait qu'il y avait 1 heure et demie qui était passée, et que j'avais mis la vidéo en stand-by. T'as peut-être pu voir qu'il y avait des moments où ça switchait un peu. C'est normal. Je garde le cap, mais c'est pas facile. C'est ce qu'on appelle le time blindness. Et ça peut vraiment ruiner des relations, des opportunités, des jobs et même la confiance qu'on a en soi. Ça résonne très fort quand je dis ça. Ce que moi je ressens dans ces moments-là, c'est d'avoir le sentiment d'être toujours en retard. Ou à l'inverse, d'être toujours en rush de dernière minute. Ce que je ressens aussi, c'est des phases d'hyperfocus. Où en fait, j'oublie complètement le temps. J'oublie de manger. J'ai peur d'aller aux toilettes, de peur d'arrêter. Ou encore la frustration d'être perçu comme quelqu'un d'irresponsable. Ou de juste pas respectueux. Et c'est compliqué, parce que c'est loin d'être le cas. La racine que j'ai été creusée, c'est ce qu'on appelle la cécité temporelle. Le time blindness, comme je t'en parlais. C'est une perception du temps qui est altérée. Mon cerveau TDAH ne sent pas le temps passer. Il ne le sent pas le temps passer comme une personne neurotypique le ressentirait passer. C'est pour ça par exemple que je travaille beaucoup avec des minuteurs, soit sur mon téléphone, sur ma montre, afin de me permettre d'être plus connecté au temps réel. J'ai arrêté de me battre contre ça aujourd'hui. J'ai appris à le structurer en fait. À externaliser cette gestion du temps via des systèmes. Que ce soit par ma to-doist, que ce soit il y a des alarmes ou même parfois du time blocking. Ici, j'ai une petite horloge qui me crée des pomodoro. C'est quelque chose de très visuel. C'était pour le point 4, une des douleurs extrêmement sous-estimées aussi. C'est notre gestion du temps et notre time blindness, cécité temporelle. Le point 5, ça va te faire plaisir. Beaucoup d'entre vous m'en ont parlé en commentaire et c'est un point que j'ai vraiment envie de partager. Les relations compliquées, que je pourrais résumer en une phrase. Je me sens souvent mal compris. Combien de fois j'ai pas dit, ou plutôt combien de fois j'ai dit quelque chose que je regrettais juste 2 secondes après l'avoir dit. Combien de fois j'ai pas interprété un silence comme un rejet. Combien de fois j'ai pas oscillé entre je veux fusionner avec la personne et une demi-heure après, laisse-moi seul. J'ai envie de disparaître, j'ai envie de me mettre dans ma bulle. Mes émotions débordent. Je réagis hyper fort. Je dis des choses que je regrette. Je me sens rejeté au moindre silence, au moindre regard. Ce que je ressens dans ce moment-là, c'est soit une réaction impulsive de colère ou de tristesse, des émotions hyper intenses et une forme de débordement relationnel. Je ressens aussi une forme d'hypersensibilité au rejet. C'est un terme
que je t'invite vraiment à aller creuser si tu ne connais pas. En anglais, on parle de Rejection Sensitivity Dysphoria. C'est quelque chose qui altère énormément nos relations, nos modes de fonctionnement, qui font qu'on n'a pas un comportement classique et parfois il est paradoxal. La racine, c'est une forme d'hyperémotivité naturelle, couplée plutôt, avec une estime de soi fragile et non des moindres. Une histoire où toute ta vie, tu as été victime d'une forme ou l'autre de rejet social qui s'est imprimé, engrammé à l'intérieur de toi et qui aujourd'hui altère tes réactions, tes comportements dans le cadre de tes relations. J'ai appris à verbaliser mon fonctionnement, à me poser, à réfléchir, à plus communiquer les choses, à dire je ne te rejette pas, j'ai juste besoin de me recharger. Et c'est pas facile tous les jours, mais ça change énormément. C'était le point 5, les relations compliquées. Le point 6, la dépendance à la dopamine. On pourrait résumer en une phrase, je cherche toujours un shoot de motivation, quelconque, un nouveau projet, histoire d'avoir une petite obsession totale pendant une semaine. Puis plus rien, le vide, un nouvel intérêt qui vient d'apparaître, la flûte par exemple, où je fais une hyperfixation, et puis abandon brutal. Mais aujourd'hui je me bats pour essayer de continuer à faire ce qui fait sens pour moi et à dépasser cette dopamine du plaisir pour aller chercher le bonheur. En fait, je passe de passion en passion, des passions dévorantes qui se transforment très vite en désintérêt total. Je me retrouve accro à tout ce qui est stimuli. Et là-dedans, on peut retrouver tout ce qui est sucre, écran, shopping, des achats compulsifs par exemple, le sexe ou des nouveaux projets. Tout ce qui va donner en fait un pic de dopamine. Tout pour juste ressentir un petit pic d'excitation pour me sentir vivant. Cette chasse permanente à la dopamine, elle m'a fait tourner en rond pendant des années. Ce que je ressens quand je suis dans des phases comme celle-là, c'est avoir des hyperfixations soudaines sur une chose où il n'y a plus que ça qui existe. Puis une perte d'intérêt totale, complet. On peut aussi ressentir tout ce qui est comportement addictif. Je suis très sensible à tout ce qui est écran. Je dois faire attention aux achats impulsifs, aux jeux que j'ai arrêté très jeune, justement pour ne pas perdre ma vie, perdre mon temps. Ou le travail qui me prend tout mon emploi mental, mon esprit, ma charge. Ou encore une difficulté à maintenir la discipline sur le long terme. Quelque chose qui, pour moi, est parmi les choses les plus compliquées d'installer de la régularité et de la constance. La racine de ce problème, de cette douleur, c'est un déficit dopaminergique chronique. C'est le chimisme dans ton cerveau qui ne veut pas libérer la dopamine. Mon cerveau cherche donc désespérément sa dose, partout où il peut la trouver. Comprendre ça, ça m'a permis de me libérer. Je suis pas quelqu'un d'instable. Mon cerveau cherche juste à compenser un déséquilibre neurochimique. C'était le point 6, à la recherche constante de dopamine. Point numéro 7, l'inconstance de l'énergie. On pourrait résumer en une phrase par un jour je suis un génie, le lendemain je suis un légume. Le lundi, je conquiers le monde. J'écris 5 articles de blog. Je lance 3 idées, je fais 5 vidéos et tout va bien. Le mardi, j'arrive même pas à me lever. J'arrive même pas à répondre à un email ou à un message que j'ai reçu. Cette instabilité, c'est une sorte de montagne russe qui m'a longtemps fait croire en fait que j'étais juste un fake, un imposteur, que mes résultats étaient des accidents, que mes projets qui ont réussi n'étaient que de la chance et qu'un jour, j'allais être démasqué. Ce que je ressens dans ces moments-là, c'est des montagnes russes d'énergie, de focus et de motivation, des up and down, une difficulté à maintenir un rythme de vie stable, impossibilité de savoir comment on sera demain, et une inefficacité chronique, un sentiment d'être non fiable. La racine de ce problème, c'est de nouveau un dérèglement neurochimique et une mauvaise gestion du repos et de la récupération. Tout ça additionné, ça crée un dysfonctionnement, une dérégulation. Aujourd'hui, j'accepte mes cycles, je planifie en fonction de l'énergie réelle, pas de l'énergie que je devrais avoir. Je joue avec mes phases d'énergie. C'est le point numéro 7, l'inconstance de l'énergie. 8. L'autoculpabilisation et l'estime de soi effondrée. On pourrait le résumer en une phrase par « Je me sens toujours en retard sur la vie. Pourquoi les autres y arrivent et moi pas ? Je suis intelligent, mais je suis incapable de réussir. Je gâche mon potentiel. » Tu vois cette voix intérieure, hyper toxique. Moi je la connais par cœur. Elle m'a accompagné pendant des années et elle m'accompagne encore parfois. Je me comparais constamment. Je me traitais de fainéant, d'incapable, de raté. Je me jugeais à la moindre occasion. Je portais une honte invisible qui me rongeait, qui me détruisait de l'intérieur. Ce que j'entends dans ces moments-là, c'était cette impression d'être cassé,
d'être pas normal, d'être en constante comparaison toxique aux autres. J'avais vraiment un syndrome de l'imposteur omniprésent. Pourquoi j'y arrive pas alors que je sais que j'en suis capable au fond de moi? Mais non. La racine, c'est souvent une forme d'accumulation d'échecs. En tout cas, une forme d'accumulation d'échecs perçus. Même si ce n'est pas des échecs réels, tout ça, ce n'est qu'une forme de perception de ta propre réalité. Un échec pour toi peut être une réussite pour un autre. Un échec pour toi aujourd'hui peut être une réussite pour toi demain. C'est un manque de reconnaissance des autres et surtout de toi-même. Et une incompréhension sociale. La guérison, elle a commencé quand j'ai arrêté de me comparer aux neurotypiques. Quand j'ai compris que je jouais un jeu différent, avec des règles différentes. C'était le point 8. L'autoculpabilisation et l'estime de soi effondrée. Douleur numéro 9. Les difficultés professionnelles. On pourrait résumer ça par j'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à les organiser. En gros, je démarre fort, toujours plein d'énergie. Et puis très peu de temps après, je m'effondre. Tout au long de ma vie, j'ai changé tellement de fois de voie, de métier, d'activité professionnelle. Pas par manque de compétences, mais plutôt par ennui, par lassitude, par effondrement, par inadéquation avec les structures traditionnelles et les méthodes classiques. J'ai très vite compris que le salariat, c'était pas quelque chose de fait pour moi. L'entrepreneuriat me permettrait d'être beaucoup plus moi-même. Néanmoins, chaque pièce a deux côtés. Et il y a des avantages au salariat pour un TDAH. Il y a des avantages à l'entrepreneuriat pour un TDAH. Et inversement, il y a un prix à payer aussi. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Ce que je ressens dans ces phases-là, c'est une inconstance au travail. Des démarrages en feu et puis des effondrements. Des difficultés à respecter les délais et à respecter les structures rigides. Compta, bilan, toute cette phase administrative. J'ai un ennui rapide qui mène très vite à la démotivation. Et donc ça m'amène à changer de voie de manière hyper fréquente pour essayer de retrouver du plaisir et de la dopamine. Une des racines de ce problème, c'est l'inéquation. Inadéquation entre les environnements de travail et mon propre fonctionnement neuroatypique. Pour ça, on peut dire que l'entrepreneuriat m'a sauvé. Pas du tout, parce que c'est plus facile, mais parce que je peux créer mes propres règles, mon propre cadre. C'est aussi mes propres disciplines. C'était le point 9, les difficultés professionnelles. Numéro 10, le déséquilibre corps-esprit. Qu'on peut résumer par je dors mal, je mange mal, je vis en décalage. Tu vois, à ce moment à 3h du matin, où tu scrolles, où ton cerveau est en train de refuser de s'éteindre. Et le lendemain, la classique, café sur café pour essayer de récupérer, tu sautes le repas pour pas te défoncer et tu te sens complètement déconnecté de ton corps. Eh bien moi, cette négligence, elle m'a coûté très cher. Burnout, des crises d'anxiété chronique, des épuisements chroniques. Mon corps, c'était à ce moment-là le dernier de mes soucis. Je négligeais mon sommeil, mon alimentation, mon hygiène de vie. Et aujourd'hui, mon TDAH, il en paye le prix fort. Parce que ce que je sens à ce moment-là, c'est des troubles du sommeil, de l'endormissement tardif, des phases d'insomnie. Un régime alimentaire, c'est même pas de l'alimentation. C'est juste irrégulier, avec des pics glycémiques et de l'irritabilité constante. C'est vraiment une forme de déconnexion totale de mon corps en termes d'énergie, de l'anxiété et un épuisement chronique. La racine de ces mots, de cette douleur, c'est une forme de dérégulation hormonale et une hyperstimulation constante qui va empêcher mon corps de récupérer. Aujourd'hui, je sais une chose, c'est que mon cerveau TDAH, il a besoin d'un corps régulé. C'est la base. Un esprit sain dans un corps sain. L'alimentation de premiers médicaments, le sommeil, ma nutrition, le mouvement. Ce n'est pas des bonus. C'est la base. C'était le point 9, le déséquilibre corps-esprit. L'avant-dernier, l'hypersensibilité émotionnelle. Je ressens tout le temps, trop fort. Une critique, ça va me détruire. Un compliment, ça va me faire pleurer, mais je ne le montrerai pas. Tes émotions sont à 200% d'intensité. Tout le temps. Vraiment. Une critique, ça peut vraiment me détruire pendant plusieurs jours. Un compliment, oui, ça peut vraiment me faire monter les larmes aux yeux. Un regard, je vais juste analyser pendant des heures, savoir ce que ça peut signifier. Mes émotions sont à 200% d'intensité. Tout le temps. C'est vraiment parfois épuisant. Mais c'est aussi ce qui me permet de créer du contenu qui va toucher. C'est ce qui me permet de rentrer en connexion avec les personnes que je vais accompagner en comprenant profondément ce qui se passe à l'intérieur, de ressentir la vie, de ressentir l'autre, de me ressentir moi avec une intensité que je sais qui est rare. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est vraiment des réactions disproportionnées face aux critiques ou au stress. Je sais que c'est amplifié, mais je ne le sais pas tout de suite. Je le ressens plus tard en prenant du recul. C'est une fatigue émotionnelle intense et des ruminations sans fin s'il y a eu un truc
il y a eu un grain de sable dans l'engrenage. Des difficultés parfois dans mon couple, en famille, avec mes équipes de travail, parce que je n'arrive pas à être correctement codé pour pouvoir exprimer mes émotions ou simplement ressentir parfois une forme de tristesse sur une chose qui n'a pas lieu d'être de manière sociable. La racine de ce problème, c'est de nouveau un cortex préfrontal qui est débordé, une amygdale qui est hyperactive et tout un système émotionnel en fait qui fonctionne comme un amplificateur. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à voir mon hypersensibilité comme un super pouvoir mal calibré que je dois apprendre à canaliser et non pas un défaut. C'est le point 11, l'hypersensibilité émotionnelle. On termine en beauté avec le point numéro 12, la difficulté à te connaître vraiment. On pourrait résumer à cette phrase, je ne sais plus qui je suis sans mes projets. Un jour, je me suis posé cette question. C'était loin d'être facile. C'est quoi mon vrai nord? C'est quoi mon vrai pourquoi? Au travers des années, j'ai tellement changé d'intérêt, tellement changé de passion, évolué. J'ai tellement été dans des directions différentes. J'ai changé, même de valeur. Et au fond, je ne savais même plus ce qui était vraiment moi, ce qui était mon objectif, mon why, mes intentions, et ce qui était juste une hyperfixation passagère. Dans ce moment-là, mon identité, elle est vraiment diffuse. Et je me sens un petit peu en quête constante de sens, sans jamais véritablement le saisir. Je ne sais plus ce qui fait partie de mon passé, ce que je suis aujourd'hui, et vers où je veux aller, qui sera mon futur. C'est un changement perpétuel d'intérêt, de passion et de direction qui va vraiment créer un sentiment d'errance existentielle et de perte de repères, de ne plus savoir dans quelle direction aller. La racine que j'ai été identifiée, c'est une construction identitaire qui est instable et des besoins de sens permanents pour donner de la valeur à ton action. Aujourd'hui, moi j'essaye de construire mon identité autrement, pas sur mes projets, pas sur mes passions qui sont, je le sais aujourd'hui, éphémères, mais sur mes valeurs profondes, autonomie, liberté, indépendance, partage, mes forces naturelles, ma capacité à pouvoir transmettre l'information, à assimiler beaucoup d'informations, essayer de me baser là-dessus et de me concentrer sur mon impact désiré. Et surtout essayer de développer ma propre singularité, mon autonomie, ma capacité à être différent et à compléter les autres. C'était le point 12, la difficulté à te connaître vraiment. Et alors, et maintenant qu'on a vu ces 12 douleurs, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si tu t'es reconnu dans ces lignes, déjà, la base, sache que t'es pas tout seul. Ces 12 douleurs, je les ai vécues, je les vis encore parfois. Certaines me visitent encore, mais aujourd'hui, je les subis moins. Je les comprends mieux, je travaille avec elles, plus contre elles. J'essaye de les apprivoiser, de mettre en place des solutions durables. Ces douleurs, sache qu'elles ne sont pas une fatalité. Il y a plein de personnes qui ont réussi à les transcender, et tu en es capable aussi. Elles sont juste le signe que ton cerveau fonctionne différemment, pas moins bien, qui fonctionne vraiment différemment. Et donc il faut mettre en place des solutions différentes, adaptées à toi. La première étape, c'était de le comprendre, de mettre des mots sur ce que tu vis, sur ce que je vis au jour le jour, et de sortir de la honte et de la culpabilité. La deuxième, c'est d'apprendre à fonctionner avec ton TDAH, pas contre lui. Parce qu'en fait, derrière chaque douleur se cache une force dormante qui est insoupçonnée. Par exemple, ta paralysie, elle cache une forme d'exigence de perfection qui peut être intéressante, mais qu'il faut vraiment apprivoiser et mettre à ton service, sinon elle te paralyse. Ta surcharge mentale, elle cache une créativité débordante, une infinité, un pouvoir cognitif, une pensée qui peut vraiment être think out of the box, extrêmement complémentaire. Mais il est important d'apprendre à la canaliser et à en faire don à ta vie et aux autres. Ton hypersensibilité, elle va cacher une profondeur émotionnelle rare que tu peux utiliser pour mieux te comprendre, mieux cerner les autres et mieux être. Ton inconstance, elle va cacher une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est-à-dire que malgré ça, même si tu es inconstant, tu n'abandonnes pas, tu te relèves et tu vas de l'avant. Cette inconstance, elle reste utile si de nouveau elle est mise à bon escient. En tout cas, t'es pas cassé, t'es différent. Et cette différence, une fois qu'elle est comprise et qu'elle est canalisée, elle peut vraiment devenir ta plus grande force.
C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je construis aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment te transmettre. Si ça résonne en toi, partage-le. Réécoute cette vidéo si tu en as besoin, quand tu en as besoin. Peut-être que quelqu'un de ton entourage en a besoin. Cette vidéo fait partie d'une série sur le TDAH vécu de l'intérieur. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension et dans la transformation de ton fonctionnement neurotypique, t'es le bienvenu. Rejoins-moi sur ce chemin. Moi, je reste persuadé qu'on est plus fort ensemble. À la prochaine. C'était Big Explore. Ciao, ciao.